שינה ומנוחה. המום ברגש ותשוקה, האהבה תמצא אותך, חסר שינה ומנוחה. המום ברגש ותשוקה, שבור ודק מתוכה. לוהט, מסנוור בעיניים, מחספס את הגב, נדבק לידיים. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Je crois que chacun de nous voudrait, il faut absolument qu'on glorifie la femme tous les jours et pas seulement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on veut faire un petit débat avec vous tous et surtout avec nos intervenants pour parler du rôle de la femme aujourd'hui, au cœur, dans les seins de la religion et dans la société. Dans le monde, les 70% des personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté sont des femmes. Les 64% des populations analphabètes est constituée par les femmes. Seuls les 22% des membres du Parlement dans le monde sont des femmes. Les femmes et les jeunes filles représentent les 55% de plus de 20 millions de victimes des travaux forcés. Les 98% des 4,5 millions de personnes exploitées sexuellement sont des femmes. Je pense qu'on ne va pas les changer demain, ces nombres, mais j'espère qu'au moins les enfants de nos enfants ils vont voir une autre image de la femme d'aujourd'hui. Elle est allée identifier sous les plafonds de verre toutes les candidates incroyablement talentueuses, mais invisibles, qu'elle rende visibles aux yeux des dirigeants actuellement très demandeurs. Dans 2 jours, elle lancera officiellement à l'Assemblée nationale les chapitres français du prestigieux réseau américain International Women's Forum. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accueillir Lucille Desjoncker. Merci. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Visiblement, le thème des femmes au cœur des religions suscite un vif intérêt et nous avons refusé beaucoup de monde. Bien, alors vous l'avez compris, je contribue à épanouir les hommes dans les conseils d'administration en leur apportant des femmes qui vont enrichir leur board et de ce fait améliorer de façon conséquente leur entreprise parce qu'elles apportent beaucoup. Bien, alors l'autre jour, je vois la date du 8 mars arriver et je me dis, tu ne peux pas ne rien faire, il faut que tu fasses quelque chose avec tes actions de femme. Mais que faire? Parce que je voulais faire quelque chose d'un peu différent et d'original. Et j'étais dans ces réflexions dans ma voiture, et puis j'allume la radio, et là, j'entends que le plan d'état d'urgence en France est prolongé, que Palestiniens et Israéliens continuent des attentats et de se tirer dessus, que des parents français désespérés voient leurs enfants qui n'ont plus d'idéal partir en Syrie. J'entends qu'en Tunisie, il y a encore eu des attentats. Et là, je me dis,
j'ai trouvé, on va donner la parole à des femmes au cœur des religions. On ne les entend pas assez et peut-être qu'elles pourraient apporter beaucoup. Alors, je crois que cette conférence devait avoir lieu parce que j'ai décidé ça il y a très peu de temps. J'ai fait de très belles rencontres qui m'ont permis de sensibiliser tous les intervenants qui sont ici ce soir et tous ont répondu présent à l'appel. C'est un petit peu comme s'il y avait eu un très bel alignement des planètes qui a demandé à ce que la conversation de tout à l'heure va avoir lieu. Vous allez sortir de cette salle, et moi aussi, parce qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse maintenant et que vous aurez tout à l'heure. Est-ce qu'on connaît la difficulté que les femmes ont à avoir accès à la théologie? On va le savoir. Est-ce qu'une femme pasteur a le même rôle qu'un homme pasteur? On va aussi l'apprendre. Est-ce qu'une femme rabbin a le même rôle qu'un homme rabbin? Toutes ces réponses, vous les aurez tout à l'heure. Et au-delà de ça, au-delà de ces informations, de ce constat de guerre et de violence, je suis très heureuse ce soir de pouvoir aborder ce thème parce que nous, les femmes, nous sommes génétiquement programmées pour concevoir la vie et pour la porter et pour la respecter. Et si un jour il nous est donné d'avoir un peu plus de pouvoir, nous pourrions être les symboles de la paix. Et c'est ce message-là ce soir qu'il faudrait faire passer, que la parole soit donnée davantage aux femmes. Et puis je reprends mes activités au bureau, puisque je cherche des présidents partout pour mettre des femmes partout. C'est un petit peu devenu obsessionnel. Dès que je vois un président, je lui dis « votre conseil ». Et puis, on me parle de Fadia Oté, une grande lobbyiste. Et je me dis, je vais appeler cette grande lobbyiste qui probablement va pouvoir m'apporter des connaissances utiles. Et dans la conversation, je ne sais pas pourquoi, je dis à Fadia que j'organisais cette conférence ce soir. Et là, Fadia me coupe et me dit « Lucille, je suis libanaise, j'ai vécu la guerre et je suis une rescapée de la guerre et je voudrais faire cette conférence avec vous parce que je voudrais aussi que nous parlions de l'éducation avec les femmes et avec les religions. » Vous connaissez les femmes, action, réaction, ce qui fut dit fut fait. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Fadia Oté. Je vais vous parler ce soir de la Fadia qui est née en 68, les années de rêve du Moyen-Orient, où mon pays d'origine libanaise était la Suisse du Moyen-Orient. J'étais très heureuse jusqu'à l'âge de 7 ans. Un 13 avril, dimanche après-midi, tranquillement après la messe, j'entends des bruits, des explosions, des bruits un peu comme de feux d'artifice. Et en fait, ce jour-là, il y a les Kataeb, donc la milice chrétienne, a arrêté un bus de 27 Palestiniens et les ont assassinés. Début de la guerre civile au Liban. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, mon choc à l'âge de 7 ans, ce 13 avril, qu'on m'empêche de voir mon ami, la trahison, l'isolement qui m'a fait peur pendant des années des musulmans et des juifs, et je fais un bond et je dessine Safe World Peace et j'annonce à ma famille que je vais dévouer ma vie à Safe World Peace pour donner tous mes revenus pour l'éducation des enfants afin qu'ils ne vivent plus jamais la même chose que moi. Avant d'entamer notre débat avec vous, vous allez nous apprendre énormément de choses. Comme mon grand sujet, ce qui me tient à cœur, c'est l'éducation. Et vous avez compris si j'ai choisi ce projet parce que la nourriture n'est envoyée qu'à l'école. Si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école, ils ne prendront pas leur sac de nourriture contre la malnutrition. Donc maintenant, je te laisse présenter notre projet éducation par Frédéric Bedos. Alors, Frédéric Bedos, merci Fadia, merci pour ton discours très émouvant. Frédéric Bedos, qui va arriver dans quelques minutes, puisqu'elle est au Sénat en train de projeter un de ses films, j'ai envie de vous dire que c'est presque pas un humain, c'est un ange. C'est un ange que j'ai rencontré il y a quelques semaines et qui m'a énormément touchée. C'est une femme qui a été adoptée à l'âge de 4 ans. Elle a vécu dans la rue de 0 à 4 ans avec une maman SDF, ça arrive, et elle a été adoptée par un couple
qui habite dans le nord de la France, un couple très modeste. Et ce couple très modeste lui apportait l'amour dont elle manquait, mais il a la particularité d'avoir adopté 20 enfants inadoptables. C'est quoi des enfants inadoptables? Ce sont des enfants handicapés. Et donc elle a été élevée au milieu de cette famille d'enfants tordus. Il y en a qui étaient sains, heureusement, et elle m'a raconté ses souvenirs d'enfance qui étaient merveilleux. Et cette famille aujourd'hui est une famille soudée, qui donne de l'amour et qui est exceptionnelle. Et Frédérique est anciennement une journaliste sur M6, et avec l'éducation qu'elle a reçue et son savoir-être qui est absolument exceptionnel, s'est lancée dans la réalisation de films uniquement avec du bénévolat. Elle a été repérée d'ailleurs par François Hollande avec son projet Imagine, et j'ai trouvé intéressant ce soir que vous puissiez voir quelques minutes de son dernier film sur l'égalité professionnelle, parce que, hasard ou coïncidence, son dernier film est sur l'égalité des femmes au sein des religions, l'égalité des femmes tout court et l'éducation. Ça a donc été un très beau rendez-vous. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire que je suis très, très honoré et très intimidé de m'exprimer devant vous. D'abord parce que, malheureusement, je n'ai pas pu entendre l'ensemble de vos interventions, mais je sais la contribution qui est la vôtre à chacune et chacun pour la réflexion qui doit être conduite dans notre pays pour la place des femmes dans notre société. Et plus j'avance dans la vie, plus j'en suis maintenant convaincu. Ce qui permet de mesurer le degré de modernité d'une société, c'est la place que cette société réserve aux femmes. Et c'est bien ça le sujet. Je vous entendais évoquer tout à l'heure Marie Curie, qui n'avait pas le droit de vote. Ça nous renvoie à cette période très particulière de l'histoire de l'Europe que fut la Première Guerre mondiale. Ce moment inédit où, parce que les hommes étaient tous au front, on a demandé aux femmes de tenir la maison. Et elles ont été travailler dans les champs, dans les bureaux, dans les usines, dans des conditions parfois inhumaines. Et on a souvent mésestimé ce moment où les hommes au front vivaient très douloureusement que les femmes fassent leur travail. Il y avait l'angoisse de l'adultère, il y avait l'angoisse de se dire « qu'est-ce qui se passe chez moi pendant que je suis au front ?» Et lorsque les hommes sont revenus après la fin de la guerre, on a renvoyé les femmes dans les foyers et il n'a jamais été question, en France, de leur donner le droit de vote. Il a fallu attendre 1946, cette grande injustice du lendemain de la guerre de 14 à l'égard des femmes. Autant vous dire que lorsque mon amie Marie-Jo Zimmermann, qui est une grande militante pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'époque je présidais notre majorité, est venue me dire « il y a un scandale, parmi d'autres, c'est que dans les conseils d'administration, on fait sa petite cuisine dans son petit réchaud, et qu'il y a seulement 8% de femmes dans les conseils d'administration. Et j'aimerais tellement que cette loi soit vraiment une loi de la République. Je me suis dit que la seule manière pour que cette loi passe, c'était que je mette mon nom. Et en vérité, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer, et ce sera d'ailleurs un des débats intéressants de ces 2 années qui viennent, de proposer aux Français et aux Françaises, quelle que soit leur sensibilité politique ou philosophique ou religieuse, un chemin pour se retrouver ensemble. Qu'est-ce qui peut faire demain qu'on a envie, ensemble, de gagner, plutôt que de se pointer du doigt et d'aller chercher le bouc émissaire? C'est cette question-là qui sera au cœur de nos discussions. Elle nous amènera en fait à crever énormément d'abcès entre nous, de malentendus, de non-dits, de langue de bois. Et je pense que cela passera forcément par l'idée que sur les principes sur lesquels nous voulons nous battre ensemble, et notamment la question de la place de la femme dans notre société, il y a un moment où devra se lever, choisi par la majorité des Français, un homme ou une femme, pour dire « si vous me choisissez, je ne reculerai plus ». Parce que pendant trop longtemps, nous avons reculé. Parce qu'on avait peur du dernier sondage, de la dernière rumeur, du dernier article de journal. Eh bien, cette fois, il ne faudra plus reculer. Et à mon sens, c'est ce message-là qui déterminera le chemin de vérité que nous avons à chercher aujourd'hui et pour lequel nous aurons besoin de chacune et chacun. Donc ces moments de vérité,
ils sont proches et ce sera des moments, je crois, essentiels pour l'avenir de notre pays et de notre nation. Merci beaucoup. Lucile de Jonckert, c'est celle qui applique à la lettre ta loi. Parce que à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle lui dit « Vous êtes un chef d'entreprise, eh ben j'applique la loi Copé-Zerman, il faut placer les femmes ».